Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une 415e rencontre Vlil et ce soir donc on a la chance de recevoir Benoît Sévrac pour Le bruit de nos pas perdus aux éditions 10-18 en poche et aux éditions La Manufacture de livres en grand format il y a quelques mois. Alors pour débuter, pour vous mettre dans l'ambiance, comme toujours une petite introduction pour cet auteur et pour ce livre-là, car dans Le bruit de nos pas perdus, la nuit porte le pas lourd de ceux que l'on ne voit plus ou que l'on n'entend pas. Sur une plage de Méditerranée, Grace s'abîme dans le silence après avoir tout perdu, tandis qu'à Versailles, le commandant Cérizol écoute le vide laissé par Sylvia, son épouse, envolée à l'autre bout du monde. Un corps sans nom repose dans un caveau, momifié comme un secret honteux qu'on aurait caché sous terre. De l'autre côté, une jeune femme à qui tout souriait s'efface brusquement, laissant derrière elle la brûlure des questions sans réponse. Et au milieu de tous ces fantômes, de ces absences, des voix se lèvent, celle de Cérizol, flic mélancolique aux intuitions d'orfèvre, celle de la lieutenant Chrysaniac, donc, lieutenant K pour être précis, je l'appellerai peut-être docteur K tout au long de la soirée. Nouvelle venue au caractère bien trempé qui bouscule gentiment ses collègues, et puis celle de Gros-Pierre, colosse au grand cœur, lesté de rêves brisés, ou encore celle, ténue comme un souffle d'Amos, qui veille sur Grace dans l'exil. Benoît Sévrac tisse tous ses destins en une polyphonie pudique et puissante, et puis son roman, ancré dans les enjeux migratoires et les tensions sociales de notre époque, fait entendre la violence sourde des détresses invisibles. L'enquête se mêle au drame humain, la prose épouse tour à tour le rythme de l'action et le murmure des émotions, et donc dans ce champ littéraire profondément humaniste, la douleur et l'espoir cheminent ensemble. Page après page, le récit arpente un sentier singulier, fait d'ombre et de lumière, où chaque pas, même perdu, résonne longtemps dans le cœur du lecteur. Alors bonsoir, Benoît Sévrac. Bonsoir, c'est une très belle chronique, merci beaucoup. Très bien écrit. Merci. Alors, on va commencer et rentrer dans le vif du sujet pour ce personnage-là de Cérizol que l'on a déjà rencontré dans Tuer le fils. Alors, ces deux enquêtes, vous nous direz peut-être s'il y a des liens particuliers ou pas, mais en tout cas, elles se lisent totalement de manière indépendante. Ce quinquagénaire un peu cabossé par la vie, ce flic mélancolique, intuitif, qui a gagné en épaisseur encore au fil de ce deuxième livre. Comment il a évolué? Qu'est-ce qu'il représente aussi pour vous, ce commandant Cérizol? Euh, Peut-être, je pense que je me projette beaucoup dans le commandant Cérizol. Il est peut-être, bon, je suis un quinquagénaire, maintenant bientôt sexagénaire, un peu comme lui. C'est un homme qui a traversé ce demi-siècle-là qu'on vient de passer, pendant lequel des tas de questionnements sur ce que c'est que d'être un homme, justement, la masculinité, toxique ou pas. Euh, il y a répondu tant bien que mal. Je pense on est tous confrontés à ça. Les lignes ont bougé et c'est tant mieux. Mais ça, mais ça, j'avais envie d'être de quelqu'un qui est un peu le témoin de son temps. Il est aussi assez représentatif de ce que peut être la police aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire qu'il y a 800 métiers différents dans la police. Il y a évidemment des gens qui tapent sur les manifestants, traditionnellement des bas du plafond, mais comme dans tous les métiers, il y a aussi des gens très sensibles qui sont des bons pères de famille et qui rentrent chez, ou des bonnes mères de famille et qui rentrent chez eux le soir avec des questionnements qui sont ceux de d'un papa ou d'une maman. Cérizol, c'est ça, sauf que bon, lui, il n'est pas papa en l'occurrence, mais il y a tout ça, il y a toutes les nuances que je veux apporter à mes personnages, qu'ils soient flics ou truands. C'est jamais tout blanc, tout noir. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans mes romans. Cérizol, je suis très attaché à lui aussi parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas alcoolique, dépressif, suicidaire comme et divorcé. C'est quelqu'un qui est amoureux de sa femme, qui va plutôt bien dans sa vie, qui a quelques petits travers, mais qui ressemblent au mien en fait. Et il mange un peu trop, mais il est en, il est en quête d'humanité dans son travail et c'est pas toujours facile. Voilà, je me suis attaché à lui. Ouais. Alors justement, comment il a évolué après tuer le fils? Est-ce que ça annonce aussi
d'autres livres avec cet inspecteur. On a du mal à le lâcher, clairement. Il est très charismatique, il est très touchant, cet inspecteur. Et on imagine une évolution aussi au fil des romans, au fil de ce que vous allez décliner. Est-ce que c'est le début d'une longue aventure? Est-ce qu'au contraire, une sorte de césure à chaque fois assez longue, plus ou moins longue, avec cet inspecteur-là? Parce qu'on sait que vous êtes très prolixe, vous avez fait beaucoup de métiers, vous avez exercé beaucoup de métiers, vous avez beaucoup écrit pour différents genres aussi, on en reparlera juste après. Mais comment vous envisagez son avenir? Je sais pas, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais rien n'est exclu. C'est-à-dire que, évidemment, l'attachement dont je vous parlais me pousse à réfléchir à d'autres aventures de Cérisol. Et, mais évidemment, il sera, de toute façon, comme je venais de l'expliquer, le reflet de son temps. Un écrivain, notamment de polar, ne peut pas se détacher de l'influence que son environnement économique, sociologique, psychologique a sur lui et sur notre enfin que la société a sur moi. Clairement, j'écris traversé par tout ça. Comme je le disais, je me reconnais aussi dans tous ces questionnements qui sont ceux d'un homme de entre 50 et 60 ans aujourd'hui. Par rapport au jeune homme que j'ai été il y a 40 ans, je suis plus du tout le même et je pense que dans 5 ans, je ne serai pas le même. On avance heureusement beaucoup, vite, et ça, c'est Risol en est le reflet, c'est-à-dire que dans Tuer le fils, qui était un roman très masculin, pas du tout masculiniste, hein, on est bien d'accord, mais très masculin parce que c'était la question de qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'être un père. Là, c'était vraiment ça qui me taraudait à ce moment-là. Je pense que ça correspondait aussi à une période où moi, j'étais en train de résoudre certaines questions qui étaient de cet ordre-là. Qu'est-ce que c'est que d'être un père? Qu'est-ce que c'est que d'être un fils? Bon, ce sont des questions qui sont vieilles comme la littérature, mais là, évidemment, avec l'arrivée de Crisagnac, ou K, ou Ksejoniak, comme les Polonais le disent, évidemment que il est bousculé dans son petit train-train un peu macho habituel avec Nicodemo, et évidemment que ça devient une question centrale de ce roman-là. On n'est plus sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme, mais qu'est-ce que c'est qu'un couple. Euh, à tous les étages dans ce roman, il est question de couple. Que ce soit la victime, que ce soit l'amant plus ou moins net de la victime, que ce soit Cérisol, que ce soit Amos et Grace. Il y a le questionnement du couple, en quoi les hommes sont délétères à l'intérieur du couple ou pas, quels sont les jeux qui se nouent et auxquels les femmes participent aussi. Enfin, c'était ça mais ça, c'est l'arrivée de Crisagnac qui m'a permis ça. Donc, je pense que si je reviens un jour avec cette équipe, il y aura nécessairement d'autres questions qui seront ailleurs que là, mais pour l'instant, je sais pas encore où. Ouais. J'ai On d'autres vous éc- projets, en tout cas, pour l'instant. Ouais. Alors justement, par rapport aux autres projets dont vous nous parlerez peut-être plus tard au fil de la rencontre, mais vous écrivez pour la jeunesse, vous écrivez pour les adultes, du noir, du blanc, vous écrivez des nouvelles, vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit aussi pour le cinéma ou en tout cas pour une production audiovisuelle. Vous avez toutes les caractéristiques pour être un très bon romancier. Finalement, par rapport à ce que vous venez de dire, le polar, l'enquête, est-ce que c'est le plus important quand vous écrivez? On a l'impression que ça passe finalement au second plan. Le plus important, c'est de parler de l'humain. Ouais, vous avez raison. Et merci de le pointer parce qu'en fait, c'est complètement assumé de ma part. J'ai aucun problème avec l'étiquette romancier noir. Littérature noire, littérature policière, pas toujours d'ailleurs. Si on prend le tableau du peintre juif, il y a pas de flic, il n'y a pas d'enquête policière, mais oui, il y a toujours une dimension noire. J'ai pas de problème avec ça, mais en même temps, ça me suffit pas. L'enquête policière suffit pas. Les rebondissements policiers ne m'intéressent pas. Les procédures, moyennement, je m'y penche dessus parce que par souci de véracité et de réalisme, je ne peux pas avoir des flics qui défoncent les portes à coups de mandat de perquisition comme aux États-Unis, alors que ça n'existe pas dans le droit français, par exemple. Hein. Mais mais sinon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et d'ailleurs, vous essayez de vous piéger en vous embarquant à droite alors qu'il fallait regarder à gauche et de faire une espèce de whodunit comme d'autres l'ont fait très très bien avant moi. Hein. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout.
Parce qu'en tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas. Intellectuellement, je trouve ça bon. Certes, c'est un jeu, c'est du Cluedo, mais je suis pas joueur avec ça, quoi. Et je veux bien que oui, vous trouviez l'identité du criminel dès la page 150. Ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, la réflexion m'est souvent faite. Ouais, mais moi j'avais compris qui ben oui, mais je sais, c'est moi qui ai écrit le roman. C'est-à-dire que je sais bien que j'ai lâché le morceau, page 150, et évidemment, j'ai été relu par X personnes dans ma maison d'édition. Et évidemment que c'est pas oups, mince, on découvre grâce à un lecteur, une lectrice que on avait lâché le morceau. Non, non, tout est sous contrôle, c'est voulu. Et si je vous lâche le morceau, c'est parce que j'ai envie de vous dire l'intérêt du roman est ailleurs. Donc, comme vous le pointiez, c'est l'humain qui m'intéresse. Et ça va être la nuance avec laquelle je vais décrire les personnages. C'est ça, le gros de mon effort, il est là. Le, le, les- les- la subtilité des rapports entre les personnages eux-mêmes, comment un personnage évolue à l'intérieur du roman et l'attachement que vous allez pouvoir démontrer pour quasiment tous les personnages. L'idée, c'est de faire une espèce de comédie humaine ramassée sur un roman. Et ça, c'est énormément de boulot parce que c'est vous toucher et rester dans du réalisme sociologique ou psychologique, tout en mettant beaucoup de poésie aussi là-dedans et d'humour et de noir parce que la vie est ce qu'elle est et que les salauds souvent gagnent malheureusement. Donc c'est ça aussi. Il n'y a pas de propos sociétal ou politique là-dedans, mais il y a un espace de réflexion qui a été le mien. En amont de lecture, je me suis posé des tas de questions sur une telle ou telle thématique. J'ai rencontré des tas de gens. Je me suis documenté énormément pendant 2 ou 3 ans. Je vous offre un espace de réflexion pour réfléchir avec moi, mais après, vous trouvez les réponses que vous voulez. Mais oui, il faut que l'intérêt soit ailleurs que dans l'enquête. Même si je ne dénigre pas la littérature policière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ça très bien parce qu'ils aiment ça et ils m'embarquent et très bien. Mais moi, c'est pas mon truc. Et c'est ce qui vous différencie en effet de nombreux auteurs. Vous parliez de boulot, il y a un autre boulot qui est fondamental, c'est celui en effet des recherches. Vous remerciez en fin d'ouvrage certaines personnes qui vous ont aidé, notamment en matière juridique. C'est là où je vous trouve extrêmement fort dans le travail que vous avez mené parce que déjà, il n'y a aucune erreur judiciaire, et ça, c'est plutôt rare. Et vous m'avez fait beaucoup penser à la série Engrenage, qui fait partie d'une des rares séries à être véritablement fidèle à ce qui se passe dans la justice, euh, où vous montrez aussi que les magistrats peuvent tomber parfois amoureux de beaux flics, où il y a des choses beaucoup plus humaines qu'un magistrat extrêmement froid ou qu'un avocat extrêmement froid. Je trouve que vous tissez extrêmement bien les choses en matière aussi documentaire, puisqu'après il faut le retranscrire de manière romanesque. Racontez-nous aussi cette recherche-là, cette quête de la vérité, même si ce n'est pas si important que ça pour l'enquête, pour les lecteurs, parfois assidus ou pas sérieux, en tout cas, c'est extrêmement important d'avoir une réalité française et non pas américaine qui pullule un petit peu partout en littérature. Oui, alors merci encore une fois, parce que c'est un beau compliment. La documentation est très longue et très poussée, mais il faut pas oublier qu'on écrit un roman. Donc c'est un peu tout le temps l'espèce d'alarme que je dois garder à l'esprit, c'est attention, ça doit rester un roman et non pas un documentaire ou un roman historique quand ça se passe dans une période donnée de l'histoire. Mais euh, a- alors il y a plusieurs choses qui m'animent là-dedans. C'est que euh, je pense que je sais écouter. Si j'ai une qualité comme écrivain, c'est l'écoute. Et ça, bien sûr, c'est en amont de l'écriture, c'est au moment où je fais parler les gens. Je crois que j'arrive, vraiment, je pense que c'est, voilà, si je devais me donner une qualité, ce serait celle-là. C'est la capacité à arriver dans une conversation et à écouter, poser des questions, pousser dans les retranchements des gens, mais sans jamais juger. J'arrive à parler à un tueur d'enfants ou à un flic, à un homme politique véreux, corrompu, à une prostituée, à une femme de ménage, à un prof, à un boulanger, sans arriver avec ma grille de lecture.
je suis une éponge dans ces moments-là. Alors évidemment, il y a une partie de mon cerveau qui reste animé et qui est moi, ce que j'en pense moi, Benoît Séverac, mais ça, à ce moment-là, je le fais taire parce que il faut que je sois là en tant qu'écrivain qui doit absorber tout ce qu'on va me donner sans jugement. Et quand vous posez des questions et que vous écoutez sans jugement, les gens le sentent. Et quand ils se sentent pas jugés, ben ils s'ouvrent plus facilement, ils vont peut-être plus loin dans les confidences. Et moi, je passe énormément de gens à faire parler les gens. Et je sais pas pourquoi, mais il y a aussi le statut d'écrivain qui fait que, un peu comme un docteur ou un prêtre, on se confie à lui en sachant qu'on ne sera pas trahi. Alors, ça, c'est important parce que je crois que le prisme de la fiction fait que les gens sentent que on ne les reconnaîtra pas. Eux, peut-être se reconnaîtront, mais on va pas les reconnaître et c'est pas comme le rapport qu'on peut avoir au réel quand on s'adresse à un journaliste. Là, il y a des sources que l'on peut dissimuler, certes, mais il y a un rapport au réel qu'on ne peut pas travestir. Et c'est ce qui fait la différence peut-être dans mes relations avec les gens. Euh, L'autre chose que je fais, c'est que c'est très frustrant pour les gens qui... C'est marrant parce que j'ai eu un échange hier avec quelqu'un qui a lu Le bruit de nos pas perdus. C'est quelqu'un qui est dans les remerciements et qui n'a pas voulu lire Le bruit de nos pas perdus parce qu'elle avait la trouille de, de la façon dont j'avais traité ce qu'elle m'avait dit. Et donc, elle a mis tout ce temps pour le lire, alors qu'elle était à l'origine du roman. Et elle m'a fait un très beau compliment. Elle m'a écrit hier pour me dire que ça va, pour valider le fait que j'avais respecté ce qu'elle m'avait dit, que j'avais aussi pris énormément de liberté. Mais en même temps, elle était un peu en colère parce que elle se trouvait frustrée parce que c'est elle qui m'avait démarché pour me parler d'un problème et elle voulait que j'écrive un bouquin sur ce problème. Et moi, je suis désolé, mais je réponds pas à des commandes. Donc, je lui avais rien dit. Mais par contre, au cours de la conversation, elle m'avait dit un truc qui avait fait tilt. Où là, je me suis dit, waouh, c'est de la bombe. Mais c'était pas du tout ce dont elle voulait parler. Et j'ai creusé ce sillon-là et quelque part, j'ai trahi sa confiance dans la mesure où, mais je lui ai dit, hein, je vais pas écrire le bouquin que vous voulez que j'écrive. J'ai une autre histoire en tête, ça. Bon, et elle était très déçue de ça, de ne pas se retrouver dans tout ce qu'elle m'avait dit. Mais c'est souvent le cas. Les gens me parlent pendant 4 heures de leur métier et je retiens un petit détail trivial qui pour eux n'a vraiment aucune importance, mais qui pour moi est porteur de romanesque, ou alors il est porteur d'effets de réel, ce qu'on appelle l'effet de réel, qui va me permettre de vous faire croire que vous êtes dans une histoire qui a vraiment existé, etc. Enfin, je vous embarque là-dedans. C'est le fameux effet de réel qui me permet voilà, de créer cette histoire. Mais les gens sont toujours très déçus. Mais en même temps, si j'avais pas parlé pendant 4 heures avec eux, je n'aurais pas eu le contexte et la culture de leur métier ou je n'aurais pas pu appréhender leur façon d'en parler, leur vocabulaire, leur psyché là-dedans, que moi je devine là-dedans. Sans ça, j'aurais pas été aussi authentique. Et même, je ne me serais pas senti le droit d'écrire là-dessus. Et l'autre chose que je garde à l'esprit, donc, première chose, c'est repère les petits éléments qui vont être romanesques et laisse tomber tout le documentaire. L'autre chose, c'est respecter les gens qui te parlent. Je ne peux pas caricaturer qui que ce soit un flic ou un truand. Je ne peux pas rentrer dans le cliché. S'il y a un cliché, ok, mais je peux rentrer dans le cliché, mais il faut savoir ce que je fais, et il faut savoir le nuancer derrière. Enfin, il y a une histoire de respect pour les gens qui se sont ouverts à moi, et ça, c'est presque un problème déontologique. Je ne peux pas caricaturer. Je déteste les romans quand ils caricaturent l'humain, quoi. Donc, j'oublie pas qu'il y a des gens qui vont me lire et qui vont se sentir représenté là et peut-être pas bien représenté. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de retour avec un sentiment de traîtrise. Il y a parfois des remarques du style ah, là, c'est pas tout à fait ça. Bon, mais c'est pas grave. Sur le fond, il n'y a pas de trahison, pas de traîtrise, plutôt trahison, pardon. Ouais. Kamel Daoud en est la première preuve.
Au sein de la crime versaillaise, justement, vous introduisez cette nouvelle lieutenant, Chrysaniac, très dur à prononcer. Et d'ailleurs, ses collègues ont du mal également à prononcer ce nom. C'est une jeune recrue post-MeToo qui clairement n'est pas timide, pour le coup, dans cet univers extrêmement masculin, dans cet univers de flic quinquagénaire plutôt old school. Pourquoi vous teniez à la faire rentrer? Est-ce que c'était juste une question de mœurs? Est-ce que c'était une question d'époque, une question de faire entrer aussi une femme dans un milieu extrêmement masculin? Qu'est-ce qu'elle apporte au groupe? Et comment fait-elle justement évoluer ce regard qu'ils portent les uns sur les autres? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément est par souci de réalisme dans les équipes de la PJ, donc tout ce qui est criminel, donc enquête. Il y a énormément de femmes. C'est à 80% des femmes. Donc j'ai rencontré encore là très récemment le chef de la brigade criminelle du SRPJ de Versailles qui m'a invité à rencontrer ces enquêteurs pendant un après-midi et j'ai vu très peu d'hommes. C'est essentiellement des femmes. Alors c'est vrai qu'à la BRI et à la BAC c'est plutôt des mecs. Et là, il y a de la testostérone et là où il faut réfléchir, être patient, euh, déduire, etc., les femmes ont beaucoup plus leur place. Et donc, il y avait ce souci-là. L'autre souci, c'est que, mais moi, j'ai envie de parler des femmes, enfin, parce que je me régale dans mes rapports avec les femmes. Et je le disais tout à l'heure, moi, je reviens de loin, hein. Je suis issu d'une culture très machiste, euh, rurale, sud-ouest, le truc qui serait aujourd'hui insupportable. Et heureusement, j'ai évolué dans mon rapport aux femmes, et tout ça grâce aux femmes, hein. Toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie m'ont permis de devenir un peu moins épais et moins bête que je ne l'étais à 20 ans, malgré plein de bonnes intentions, une éducation qu'il fallait, qui allait bien, etc. Il n'empêche, j'étais rempli de schémas complètement masculinistes et j'en suis certainement encore plein, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de progresser, quoi. Et donc, dans les romans, je pense qu'il était important aussi de faire évoluer mes personnages, la série Zone Nicodemo, surtout, parce que Gros Pierre est plus jeune, il n'a pas tout à fait le même rapport à la masculinité, mais en fait, c'était aussi un moyen de montrer que, d'abord, il y a pas que, euh, parmi les féministes, il y a la plupart enfin, moi, tous les rapports que j'ai avec les femmes aujourd'hui, c'est des rapports apaisés. Je ne me fais pas régulièrement agresser, sauter à la gorge et masculer par des femmes hystériques. Ça, c'est un discours masculiniste, mais la plupart des femmes sont prêtes à même pardonner une connerie, quoi. Et moi, je en sais gré, mais c'était important de montrer une Chrysania consciente, euh, MeToo, féministe, mais pas du tout dans le conflit, pas du tout dans l'hystérie. Et aussi, c'était important de montrer qu'un quinquagénaire passé, quoi, on va dire, entre 50 et 60 ans comme Cérizol, n'est pas arc-bouté non plus. Il y a des tas de mecs, je pense que c'est aussi important de le dire, mais en fait, on nous entend peu dans le débat. On entend peu les femmes modérées et les hommes modérés. On entend surtout les gens qui crient les plus forts, c'est-à-dire les nanas très scolaires, et ça peut se comprendre, mais qui prennent la parole de façon véhémente dans des médias, et les mecs très réfractaires, très cons, et qui vont dire des trucs abrutis devant les caméras, mais ça marche, ça, parce que ça fait du buzz, ça fait de... Voilà. Mais en fait, il y a quand même une majorité silencieuse qui s'entendent bien. Et quelqu'un comme Cérizol peut représenter quand même un certain nombre de mecs prêts voilà, prêts à bouger, prêts à se marrer aussi, à s'auto... quelque part, il se critique même, il est assez ironique en lui-même et il n'est pas arc-bouté sur ses positions. C'était important pour moi de montrer ça aussi. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous partez tout à l'heure, on parlait des clichés, là on n'est plus sur un cliché de flic solitaire. Vous avez fait le pari d'avoir quatre enquêteurs qui forment finalement bien plus qu'une simple unité de police. Ils ressemblent finalement à une famille un peu recomposée, soudée par les épreuves.
On sent qu'il y a une solidarité qui est aussi très discrète parfois, avec pudeur, parfois avec bienveillance quand même. De tous les instants, on a l'impression qu'il y a une sorte de solidarité en fait. Ils se soutiennent face aux pressions, que ce soit des supérieurs ou de la justice ou au drame personnel. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant par rapport à cette humanité du groupe? Est-ce que ça veut dire aussi autre chose que une unité de police dans le monde du travail? La solidarité au sein même du travail paraît en tout cas à travers ces quatre personnages-là, parce qu'ils sont très différents les uns des autres, ils ont des parcours différents aussi, et là vous tombez pas du tout dans le cliché, clairement. Qu'est-ce que ça montre finalement de la puissance d'un groupe? Je crois que la réponse à la question, finalement, alors, encore une fois, je pense que j'ai rencontré ces flics-là. Je, je travaille beaucoup en contact avec la police et pas que, hein, les médecins aussi, le milieu carcéral aussi, etc. Mais je connais bien le monde des flics. Il y a plein de flics à Toulouse qui sont mes indiques, en fait, aujourd'hui, quoi. C'est un monde qui a beaucoup changé. Alors, on est bien d'accord, hein, il y a beaucoup de choses qui restent à faire et qui ne vont pas dans la police, hein. Mais on se, enfin, le débat est un peu. Enfin, je trouve que on se lave un petit peu les mains on juge la police, c'est facile, hein, sur ses travers. Ça aussi, c'est facile. Mais on fait un peu pareil avec les préposés à la poste, on fait pareil avec les profs, on fait pareil avec les médecins. On est usagé et on râle parce que ça ne marche pas. Et la police ne marche pas. Il y a des tas de choses qui ne vont pas, mais il y a un manque de formation dingue, il y a un manque d'effectifs dingue, il y a un manque de moyens dingue. Et j'ai rencontré des gros abrutis que j'aurais pas aimé rencontrer en tant que prévenu, mais j'ai rencontré des gens formidables aussi. Et la plupart des gens que je connais dans la police sont des gens qui en ont un petit peu assez de l'omerta qu'il y a aussi, parce que eux, on leur interdit de parler. Ils ont le droit de parler devant les médias, hein. Il faut le savoir, quoi. Le préfet peut parler, un commissaire peut s'exprimer au nom de, mais avec toute la réserve, mais un flic lambda n'a pas le droit de parler aux médias. Et moi, ce qu'on me montre maintenant de la police me fait penser que j'ai affaire à des gens qui en ont assez de ne pas montrer et qui en ont assez de se taire et qui veulent au contraire montrer les conditions dans lesquelles ils travaillent, et notamment à quelqu'un comme moi, parce qu'ils connaissent mon travail aussi en tant qu'écrivain, ils savent comment je parle de la police. Je les épargne pas, je les loupe pas, hein, quand il faut, mais ils savent aussi que je reflèterai, dans mon travail, reflètera cette humanité et cette simplicité, cette normalité, en fait. Vous avez devant vous un flic qui vous interroge, eh ben, c'est pas un bon moment, c'est pas un moment agréable. Vous avez une façade de quelqu'un qui n'apprécie pas nécessairement ce qu'il est en train de faire là. Et puis c'est quelqu'un qui le matin avait peut-être, je sais pas, un petit problème d'otite chez l'un de ses gosses qui l'a tenu éveillé toute la nuit. Il a peut-être des tensions dans son couple, etc., etc. C'est des gens comme nous. Donc c'est simplement ce que je voulais faire. Après, si ça, vous m'amenez sur le terrain de la solidarité dans le monde du travail, moi j'avais pas pensé à ça. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je pense que, mais je sais pas qui vous êtes, tous et toutes là, mais euh, on passe quand même beaucoup plus de temps au boulot. Ça dépend du travail que vous avez, évidemment, mais on passe quand même beaucoup plus de temps au boulot qu'en famille. Et il y a des tas de choses qui se passent au sein du travail, on le sait, et qui sont finalement, un peu en miroir de ce qu'on peut vivre dans une famille. Et la famille, c'est le lieu, normalement, de la construction, de la confiance, de l'amour, du respect, de la mise en valeur, mais on sait que c'est aussi le lieu des traumas, de la violence, de la répression, des espèces de poids que l'on se transmet de génération en génération. C'est tout ça aussi. Le boulot, ça devrait être le lieu d'épanouissement. euh, je suis affligé. Moi, j'ai travaillé dans d'autres contextes qu'en France et je suis affligé de la façon dont les ressources humaines travaillent, fonctionnent en France. On est sur un système hyper hiérarchique et hyper violent, je trouve. Et ça devrait être le lieu d'épanouissement et c'est souvent le lieu des traumas. Mais c'est aussi là que l'on parle à la cantine, au café, etc. Et vous savez toutes et tous que ça nous fait du bien, le boulot aussi, à ce titre-là. Donc oui, je pense que la solidarité au travail est vachement importante.
À côté de ça, le roman s'exerce sur deux pans, sur deux filigranes. Le premier, c'est cette enquête criminelle d'un côté, on l'a compris, et de l'autre côté, le drame de l'exil. Pourquoi vous avez choisi de tisser ensemble ces deux fils narratifs, a priori éloignés? D'un côté, le quotidien de cette brigade de police à Versailles, de l'autre, la fuite désespérée d'un couple à travers la Méditerranée. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? Alors évidemment, sans trop en dire, on est bien d'accord, mais il y a quand même deux fortes thématiques et la troisième, on en parlera évidemment, c'est celle de Sylvia, évidemment, pour le coup, qui englobe d'autres thématiques sous-jacentes, mais sur celle-ci, sur cette crise migratoire également, notamment en passant par l'Italie et la Libye, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, choqué par ce qui se passe? Est-ce que vous êtes je ne sais pas ce qui passe dans la tête d'un écrivain quand il utilise ce genre de thématique. C'est extrêmement puissant aussi. Ça dit beaucoup de choses aussi sur l'écrivain que l'on est. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant, Benoît? Oui, oui, là, c'est un coup de gueule, hein, et c'est une émotion très très forte. Enfin, donc, premier élément, c'est ça. Je suis dévasté de voir ce qui se passe dans la Méditerranée. La- donc, moi, je suis pas un homme politique. Je suis pas, j'ai pas enfin, je, je, je sais pas faire autre chose qu'écrire des romans. Donc, si ça doit passer si je peux faire quelque chose, c'est là-dedans que ça doit passer. Euh, Ça s'est imposé à moi aussi par mon vécu perso. Je fais partie d'une asso qui s'appelle Welcome Toulouse, qui, alors c'est une émanation du Secours catholique. Je ne suis pas catholique, je suis pas croyant, mais c'est pas, on n'est pas dans l'évangélisation là, hein, du tout. C'est pas prosélyte. C'est juste une asso qui propose à des migrants en attente de statut de l'OFPRA, donc l'Office français là, qui décerne le fameux titre de séjour, enfin pas titre de séjour, pardon, mais le statut d'exilé, enfin de protégé, mince, Le réfugié. mais de réfugié, voilà. Et l'instruction et la décision peuvent prendre des mois. Et pendant ces mois-là, les gens concernés n'ont droit à rien. C'est-à-dire que comme ils sont en attente de jugement ou de statut, ils n'ont pas le droit de travailler et n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès au CADA, les centres d'accueil aux demandeurs d'asile. Donc ils sont à la rue et sans ressources, où ils ont un tout petit pécule quand même de 300 euros, mais la plupart envoient tout au pays. Donc, parce qu'il y a pire comme situation que la leur, c'est les gens qui sont restés au pays. Et je trouve que moi, j'ai pas à juger, savoir si les gens méritent de rester ou pas, mais je trouve que s'ils doivent rester en attendant un jugement, puisque c'est ça qu'ils doivent faire, il faut les accueillir dignement, quoi. Et proposer à quelqu'un de vivre à la rue sans ressources ou quasiment sans ressources, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas formaté pour ça, ce sont pas ce sont pas des SDF, enfin, même un SDF a du mal à vivre à la rue, mais à un moment donné, c'est un parcours de vie qui l'amène là, ou une décision qui l'amène là. Là, ce sont des gens qui ne sont pas armés pour ça. Et souvent, c'est des jeunes. Et donc, Welcome Toulouse leur propose de passer un mois dans des familles d'accueil. C'est une chaîne d'accueillants, en fait. Nous sommes des hôtes et nous proposons une chambre à un demandeur d'asile en attendant qu'il ait le statut. Et donc, il reste qu'un mois et vous avez une personne avec des parcours de vie de dingue que j'aurais jamais imaginé. Et même en regardant la télé, même en lisant des documentaires, quand vous avez en face de vous la personne qui a vécu ça, qui a le temps et qui a déjà vécu trois vies par rapport à la vôtre, ça vous marque, ça vous laisse pas indifférent. Et donc ça a été le fond, le terreau sur lequel cette histoire. Et puis après, le déclencheur, c'est aussi un petit docu que j'ai vu, ou même c'était pas un docu, un reportage tout simplement sur l'esclavage moderne en France et me rendre compte que oui, il y a des gens bien pensants, euh, euh,
soi-disant humanistes et qui, pour bien faire, entre guillemets, hein, tout ça, euh, proposent à des gens de rester chez eux, de les nourrir, de les loger et de les faire travailler sans les payer, en retenant quand même leur passeport, pour pas que, parce que sinon ils vont le perdre. Vous savez, ces gens-là, ils égarent leurs affaires, etc. Des trucs sordides. Et ça existe, c'est en France. Il y a des milliers de cas comme ça en France qui sont documentés. Donc, comme par essence, c'est clandestin comme activité, c'est de l'esclavage moderne, les gens ne s'inscrivent pas sur une plateforme. Donc, on sait qu'il y a des milliers de cas documenté, mais il y en a certainement beaucoup plus. Et ça m'avait vraiment ulcéré. Et donc, je voyais très bien, puisqu'on était à Versailles, et qu'il y a ce cliché versaillais selon lequel, quand même, on est entre quatre eaux, bon, entre gens bien, avec un certain pouvoir d'achat. J'avais aussi envie de dire que, ouais, il y a peut-être des choses pas très, très nettes, même chez les aristocrates ou les grands bourgeois versaillais. Et désolé pour eux si j'ai gratigné un petit peu le cliché, quoi, mais bon, voilà, ça fait partie de la réalité de la vie, ça. Alors Aurélie vous pose la question de savoir si vous n'êtes, entre guillemets, si vous avez un autre métier qu'écrivain. Et moi, je rajouterais une question un peu sous-jacente, c'est est-ce que vous êtes différent dans l'écriture quand vous écrivez pour la jeunesse, pour de la littérature blanche, pour de la littérature noire? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a je vais pas dire une double face, Benoît Sévrac, un deuxième Benoît Sévrac qui s'exerce? Comment vous travaillez la différence de public à laquelle vous vous adressez? Alors, non, j'ai pas d'autre métier. Je vis de ma plume depuis à peine 3 ans et demi, ou oui, 3 ans et quelques. C'est très récent. J'ai été enseignant très longtemps. J'ai quitté l'enseignement prématurément il y a 3 ans et demi pour vivre cette aventure pleinement parce que c'était très frustrant de devoir renoncer à des tas de projets, notamment des résidences d'écriture, des choses comme ça, ou des projets de collaboration avec quelqu'un, parce que ben, moi j'avais un planning qui faisait que j'étais pas disponible en dehors des vacances. Et, euh, et c'était aussi fatigant parce que j'avais deux carrières, deux métiers. Donc j'avais ce métier de prof que j'ai adoré, hein. J'ai vraiment adoré ça. En plus, j'étais dans des conditions idéales. J'étais prof à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc, j'avais des espèces de Formule 1 comme étudiants, des gens brillants, très sympas, bien dans leur peau, ils sortiront vétérinaires de l'école vétérinaire de Toulouse. Donc, il n'y avait pas de problème métaphysique à gérer, pas de problème je sais pas, de discipline ou de motivation. Donc, j'étais vraiment dans des très bonnes conditions qui me permettaient d'être frais le soir pour me consacrer à l'écriture. Mais enfin, ça faisait quand même 6 heures minuit, j'écrivais, quoi. Et ça tous les jours et tous les week-ends et toutes mes vacances, enfin, ça devenait fatigant, surtout que j'avais beaucoup de déplacements en salon. Donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure il y a 3 ans et demi ma foi, tout se passe très bien. Euh, ça va pour moi. Je fais partie des chanceux qui arrivent à en vivre. Une grande partie de mes revenus, si ce n'est peut-être la moitié de mes revenus, est liée à mes interventions scolaires, les ateliers d'écriture et les lectures musicales que je donne, ou que je propose. Donc, ce sont ce qu'on appelle des revenus annexes, hein. Moi, je n'arriverais pas à vivre normalement. Je serais très précaire si je devais compter sur mes droits d'auteur purs, parce que c'est quand même très compliqué de vivre de ces droits d'auteur. Et donc, la littérature jeunesse génère énormément de rencontres scolaires. Généré en tout cas parce que vous savez que cette machine, ce dispositif qui s'appelle le Pass Culture, qui est quand même donc qui permet à des établissements de faire venir des artistes ou d'amener les élèves en dehors des murs du lycée ou du collège pour aller sur des scènes ou du cinéma, que sais-je. Et ça, bon, ça a pris du plomb dans l'aile. Le dispositif est menacé financièrement depuis l'an dernier et de façon assez violente. Et donc, ça a des répercussions. On est beaucoup moins invité, donc mes revenus baissent. Mais bon, pour l'instant, ça va. Et pour répondre à votre question, non, pour moi, ce sont vraiment deux activités pas identiques. C'est pas vrai, mais c'est le même métier. Euh, c'est le même métier, c'est aussi le même niveau d'exigence que je m'impose en termes en termes de nuances des personnages, en termes de profondeur sur les personnages. Parce que les ados, si on les prend pas pour des idiots,
Ils sont profonds, ils sont nuancés, ils sont sensibles, comme nous. En fait, ils sont déjà un petit peu les adultes qui sauront, vous le savez, quand vous avez des souvenirs, ça aussi, eux, ils y croient pas, hein, mais en fait, entre ce que je suis là et ce que j'ai été à 15 ans, il s'est écoulé ça, quoi. Ça passe très vite et ma sensibilité était déjà là, je pense. L'être humain que je suis aujourd'hui est très proche du gamin de 15 ans que j'étais. Alors, je suis pas du tout en train de dire je suis un éternel ado, je déteste cette expression-là. J'ai mon âge, je le sais bien, et heureusement, j'ai aussi tous les filtres qui me permettent d'être aussi véhément, mais de façon plus ordonnée, plus structurée. Bon, mais en fait, ma sensibilité était déjà là. Et je crois que quand on les prend pas pour des idiots, qu'on s'adresse à eux et à leur sensibilité, la difficulté est la même. La documentation, souvent, c'est les mêmes thématiques. Donc, je profite de la documentation de l'un pour l'autre. Je j'écris pas plus vite un roman ado qu'un roman adulte. Alors, je l'écris plus vite, si, parce que je le finis vite, parce qu'ils sont plus courts. Souvent, ils sont autour de 250 000 signes, alors qu'un roman adulte, chez moi, est autour de 500 000 signes, c'est à peu près le double. Mais en termes de rythme d'écriture, je ne vais pas plus vite. Et ensuite, le, la seule différence va être que mes personnages en littérature ado sont des ados. Donc, à partir de là, ils ont des préoccupations d'ado, ils ont un rapport au corps qui est celui d'un ado, le rapport au groupe, surtout, est primordial pour un ado, le rapport à l'autorité, à la transgression, alors que ce soit l'autorité parentale ou professorale, enfin, ça va être des préoccupations d'ado. Mais en fait, à part ça, c'est la même difficulté parce que il faut que je me mette dans la peau d'un ado, mais c'est pas plus simple pour moi de me mettre dans la peau d'une prostituée dans un roman pour adultes. Parce que j'ai été ado, donc je suis assez proche, je pense, de ce que c'est qu'un humain ado, alors que je n'ai jamais été prostitué. J'ai presque plus de difficultés à imaginer le quotidien d'une prostituée que d'un ado. Donc c'est pas plus compliqué pour ça. Je dois reconnaître une certaine simplicité narrative. Dans le schéma narratif, dans la construction narrative des romans ados, j'évite de complexifier, d'avoir plusieurs voix avec des confusions sur qui parle ou ce qui se passe vraiment. J'évite d'avoir des grosses ellipses ou des gros flashbacks qui vont larguer des lecteurs qui sont pas nécessairement rompus à cet exercice. Donc, je fais des scénarios en général assez linéaires avec les ados. Et je prends pour exemple mon dernier roman ado, il y a des allers-retours entre le présent et le passé, mais ils sont assez explicites. C'est le clash. Il y a un récit d'aventure relativement linéaire. Celui d'avant, Les Sœurs Lakota, c'est un road movie, c'est étape 1, étape 2, étape 3, c'est facile à suivre aussi. Mais après, bah, ça c'est l'ossature, c'est toute la chair qui va être aussi compliquée à poser qu'en littérature adulte. Et la littérature générale ou noire, moi je sais pas trop. J'ai jamais été officiellement classé en littérature générale. Mais je sais que oui, il y a parfois j'écris des choses qui sont de l'ordre de la littérature générale et je vois certains bouquins de littérature générale qui sortent, qui paraissent, hein, et je me dis, mais ça en fait, ça pourrait être un roman noir. Et de la même façon, en littérature, je sais pas, classique, je sais pas, vous prenez Victor Hugo, hein, et je me compare pas du tout à lui, mais Victor Hugo, c'est du noir en fait. Vous prenez Les Misérables, c'est du noir, social, c'est un polar. Il y a un flic, il y a un voleur. Aujourd'hui, je suis pas certain que Victor Hugo ne sortirait pas en littérature noire. On est bien d'accord. Je suis pour l'abolition des genres. Euh, alors, l'autre trame, l'autre filigrane, c'est Sylvia, c'est cette disparition de Sylvia, la femme de Cérizol, qui court tout au long de l'histoire. Cette femme qui est atteinte de cécité, qui est partie au Japon pour un tournoi handisport de torbol. Alors, j'ai découvert cette discipline, je suis allé me renseigner un petit peu, qui ne donne plus de signe de vie et qui hante évidemment les pensées au quotidien de Cérizol, qui regarde son téléphone pour savoir toutes les heures ou presque ce qui se passe là-bas, puisqu'il n'y a plus aucune nouvelle. Et puis, il va tomber sur un article de presse qui va lui annoncer quelque chose. On n'en dira pas plus. Il y a une véritable enquête
qui est très personnel là aussi. Ça montre aussi la difficulté d'être enquêteur. Tout à l'heure, vous parliez des vies de famille des enquêteurs. Là, pour le coup, c'est ce qui se cache derrière la vie d'un policier également. Un mari vulnérable qui en proie au doute, qui en proie à l'impuissance. Qu'est-ce que vous vouliez aussi démontrer, montrer à travers ce portrait de Sylvia qui est handicapée, qui fait aussi, donc pour le coup, ça fait la part belle aussi à ce monde de handisport qui est valorisé pour les JO de Paris récemment, mais qui finalement maintenant n'existe plus ou presque dans les yeux des médias. Euh, le handicap, en tout cas, le handicap pour moi est un. Alors, j'ai un rapport ambigu à ça. Je suis sensible au fait que nous ne regardons pas les handicapés dans une société occidentale normalement. Et on les, soit on surréagit, on surjoue l'entraide, la solidarité, soit on les ignore complètement, euh, ce qui n'est pas bien non plus, et soit on a peur en fait. Euh, j'ai, alors je pense que, alors sans faire de la psychanalyse à 2 euros, ça remonte à mon enfance. J'ai un frère autiste, il n'y a pas un autisme cool. Il y a un autisme romanesque, cinématographique, hein, avec voilà, le gars qui est en général Asperger. On confond souvent autisme et Asperger, on dit nécessairement Asperger. Donc oui, parce que là, il a des capacités bien particulières où c'est joyeux. Non, moi, mon frère a un autisme dur qui le fait souffrir, qui le rend complètement inapte à vivre en société, et surtout qu'il y a une énorme souffrance pour lui et pour la famille. Et, euh, et depuis toujours, enfin, c'est quelque chose. Et j'ai toujours vu le regard. Bon, en plus, il est coréen d'origine. Il a été adopté. Il est coréen d'origine. Donc, je vous parle de l'adoption qui a eu lieu il y a plus de, il y a plus de 50 ans, hein, et qui s'est déroulée dans un petit village du sud-ouest où on n'avait jamais vu un étranger. Je ne dis pas que ça fait 2 fois que je parle des petits villages du sud-ouest, hein. Vous allez penser que je suis condescendant envers mes origines. Pas du tout, hein. Je vis dans un petit village du sud-ouest, donc c'est pas ça le problème. C'est que il y a eu énormément de solidarité, mais il y a eu énormément voilà, de rejet aussi au départ. Et le fait qu'il soit autiste, j'ai vu toute ma vie le regard des gens sur l'autisme, sur les gens mentalement différents, etc. J'ai même vu, ça c'est une anecdote dont je vais vous faire part, c'est un peu personnel. Je suis désolé d'aller sur ce terrain-là si ça vous gêne, mais j'avais 13 ou 14 ans et à la piscine municipale de mon village, c'était l'été, j'étais en vacances, et j'étais avec mes copains et copines, et j'ai vu mon frère arriver avec un minibus du centre dans lequel il vivait, et dans lequel il y avait l'autisme, on connaissait pas trop à l'époque, on n'avait pas mis un nom là-dessus encore. Bon, il y avait des trisomiques, il y avait des gens qui avaient des problèmes psy, etc. Bon, et j'ai vu les gens de ce centre, les encadrants arriver, les faire se changer, etc. Et quand ils sont rentrés dans le bain, j'ai vu plusieurs familles retirer leur enfants de l'eau, au cas où ce serait contagieux peut-être. Enfin, vous imaginez quoi, on est dans les années 80, le niveau d'ignorance et de peur que peut gérer le handicap, l'autre, celui qui est différent. Et ça, en fait, chez mon frère, ça génère enfin, ils sont pas insensibles à ça. Les handicapés le sentent, ça. Et moi, la famille, je l'ai senti, je l'ai ressenti, je l'ai compris. Et moi, ça m'a révolté. Donc, je crois que le handicap dans mes romans est toujours présent. Il y a souvent un handicap qui est représenté. Mais je détesterais faire un roman sur le handicap, la cécité, la surdité. Voilà ce qu'il faut penser. Ah là là, les pauvres, gna, gna. Non, je ne veux, en fait, je pense que la vraie inclusion, c'est quand ce n'est pas un sujet.
Donc, il y a Sylvia qui est aveugle. Ben, voilà, c'est pas le sujet. Elle est aveugle. Comme je suis à moitié chauve et comme euh, d'autres sont blonds. Enfin voilà, c'est tout. C'est une caractéristique, c'est pas un sujet. Et j'ai voulu faire un roman là-dessus et montrer que son handicap ne l'empêchait pas. Alors, elle n'est pas non plus formidable, très forte, etc., parce qu'elle est forcément sportive de haut niveau et handicapée, etc., donc elle est forcément costaud, etc. Ce qu'elle était dans le premier roman, Tu es le fils, elle était le pilier un petit peu du couple et du roman, d'ailleurs, quasiment le seul personnage féminin. Et là, non, elle craque parce que bah, elle a aussi des problèmes, elle a aussi, bon, sans rentrer non plus dans les explications, parce que pour ceux qui l'ont pas lu, mais euh, bah, c'est des problèmes de couple et finalement, et de elle avec elle-même. Et ça va se résoudre en couple. Et c'est pas parce qu'elle est aveugle elle est épargnée. Très bien, très bien. Ce qui est aussi frappant dans ce roman-là, c'est le silence. Alors, on parle du bruit de nos pas perdus, qui peut avoir une double résonance. Vous allez nous en dire quelque chose sur le titre, notamment, s'il a évolué. Mais il y a beaucoup de silence dans ce roman. Je pense notamment au mutisme de Grace. Je pense à la disparition silencieuse de Sylvia, tous les non-dits qu'il y a entre les personnages. Il y a beaucoup de pudeur aussi. Et il y a beaucoup de tumulte et en même temps, il y a beaucoup de tumeur par voie de conséquence. Qu'est-ce que vous entendez par le silence? Qu'est-ce que vous aimez aussi travailler dans la matière littéraire avec ce silence-là, qui parfois dit bien plus que tous les discours sur la souffrance, sur l'amour ou sur la solidarité qui unit vos personnages? Ouais, c'est intéressant comme angle. Ça me fait penser à l'écriture que j'essaie d'adopter. Enfin, je me contrains parfois à réfléchir à ça. C'est ce qu'on appelle l'écriture béhabriste, c'est-à-dire comportementaliste, on va dire. L'idée que c'est pas la peine de dire, il suffit de montrer. Et je crois que le silence, c'est ça. Je pense que dans le silence, on est beaucoup plus éloquent que à travers un long discours ou par exemple, je m'explique, un personnage est triste parce qu'il entend une réflexion. Je peux très bien dire, ah là, dit-il, il était triste, dit sur un ton très triste. Enfin bon, je peux montrer la chose et vous guidez, vous, lecteur et lectrice, dans ce que vous devez ressentir. Je, je suis envahissant. Je trouve que les auteurs, on a tendance à, alors surtout quand on a été prof en plus, je ne sais pas s'il y a des profs parmi vous, mais moi je reconnais ce défaut, c'est que les profs, on aime bien être sûr que les gens ont bien compris, quoi. Donc on répète et on dit et on explicite et on est bon, voilà. C'est pour ça que les gens détestent les profs, parce qu'ils ont marre d'avoir quelqu'un qui leur fait le son tout le temps. Mais bon, souvent les profs ont quand même raison. Donc mince. Mais mais euh, mais non, ce que je veux dire, c'est que l'auteur doit à un moment donné peut-être juste dire que le personnage baisse les yeux. Voilà, je montre un comportement. Et peut-être que j'en dis beaucoup plus dans il baisse les yeux et il dit plus rien que ah, il était effondré, le pauvre, ça lui rappelait sa mère, parce que en ne disant rien, je vais laisser Anthony imaginer qu'il est triste. Peut-être que Rose va penser à en fait, il regrette, ou Anne va se dire ah ben non, moi si j'avais, oh là j'ai la honte. Enfin voilà, chacun va y mettre, se projeter là-dedans et y mettre sa petite sauce. Et ça c'est très bien. Je pense que le roman, euh, une des recettes, voilà, affection des laits, une des recettes d'un roman où le lecteur a sa place, c'est ça, c'est quand on vous laisse ressentir et projeter. Vous faites le du travail, en fait. Et moi, je ne fais que apporter des éléments. À vous de vous en parler et de faire ce que vous voulez avec. Alors, je ne dis pas qu'on le fait tout le temps, parce qu'on a aussi envie de vous diriger, hein, et de vous manipuler, etc. Mais, et puis parce que vous entendez ça aussi, je ne vais pas vous livrer de feuilles blanches en vous disant, ben voilà, imaginez, imaginez l'histoire. Mais donc, on est bien d'accord, c'est moi qui raconte,
Mais je pense que c'est important que je vous prenne pas trop pour des idiots non plus et que je vous laisse comprendre les choses sans que j'ai à vous le dire. Eh bien, c'est le moment d'en faire la démonstration avec un premier extrait, Benoît. C'est à Ah, vous. bien, d'accord. Que reste-t-il une fois que nos oripeaux nous ont été ôtés, quand la chair de notre chair nous a été arrachée? De quoi sommes-nous faits? De particules éparses qui échappent à l'œil, mais le souvenir d'une folle est-il fondé sur quoi que ce soit de réel? Grace pose un doigt sur la cheville d'Amos, puis deux. Elle appuie un peu plus fort sur le derme glabre de son époux. Elle reconnaît le grain de sa peau. Elle la caresse, pas par tendresse, mais pour s'assurer qu'il ne réagit pas. Amos dort, ou il somnole, ou bien il divague à demi conscient comme la plupart dans le zodiaque. Pourtant, Amos est fort, sûr de lui. Il contrôle ses émotions aussi bien que son corps. Si l'entre eux doit survivre, c'est lui. Grace tourne vers son mari. Elle distingue mal son visage dans la pénombre, mais il semble bien qu'il ferme les yeux. Depuis que les gardes-côtes les ont accostés, quelques heures après leur départ de Libye, emportant le moteur hors bord du Zodiac, Amos n'est plus rien. Il a perdu toute autorité. Se cramponne au téléphone portable que les passeurs lui ont confié, mais c'est tout ce qui lui reste. C'était il y a 2 jours. Depuis, il dérive sans trop savoir où les courants les portent. Selon Amos, qui au début consultait la boussole plusieurs fois par heure, ils vont dans la bonne direction. Seulement, ils n'ont plus rien à manger et manqueront bientôt. Amos rallume régulièrement le téléphone, s'assure qu'ils ne sont pas entrés dans la zone de réception d'une borne GSM pour l'éteindre aussitôt afin d'économiser la batterie. Après tout, il fait nuit et il a été vaincu par la fatigue et le sommeil. Grace ne peut plus, mais surtout elle ne voit pas l'intérêt de lutter plus longtemps. S'ils s'en sortent vivants, elle rallongera Amos. Elle sera un poids mort, son double débile, une ombre inutile. Elle se redresse pour tendre un bras hors de l'embarcation. Elle le laisse redescendre à l'extérieur du boudin jusqu'à ce que ses doigts effleurent l'eau qu'elle porte à ses lèvres. Elle remarque qu'ils sont salés. Elle ne connaissait pas mer avant d'arriver sur la côte libyenne. Elle n'a jamais mis les pieds dans un bateau, jamais navigué sur la grande eau. La sensation d'être suspendue au-dessus du vide est vertigineuse. Des centaines, peut-être des milliers de mètres de profondeur se trouvent sous la paroi fragile qui constitue le ventre du zodiaque. Il suffirait d'un coup de couteau, d'un geste maladroit, pour que la mer s'engouffre et les ensevelisse. Elle laisse son bras s'enfoncer sous la surface liquide, l'eau froide. Si elle tombait, cela ne prendrait qu'un instant. Elle mourrait sûrement de froid avant de se noyer. Elle regarde à nouveau en direction d'Amos, toujours immobile. C'est la première fois qu'elle prend ses gilets sans défaut depuis leur départ. C'est le moment où j'allais. Elle enjambe le rebord du zodiaque, s'allonge sur le ventre, la moitié du corps immergé. Quelques instants s'écoulent, 2 ou 3 minutes tout au plus. Sa respiration ralentit. Ses membres sont des jours. Elle s'amosse. S'il se réveillait à cet instant précis, il aurait encore le temps de la rattraper. Il crierait, l'insulterait, mais il la tirerait vers l'intérieur de sa poigne énergique, telle qu'elle le connaît. Il la corrigerait, lui assénant une série de gifles. Mais elle serait vivante. Rien à vie. Elle se laisserait faire. Peut-être même serait-elle soulagée. Mais Amos garde les fermée. Alors elle finit de basculer et glisse dans l'eau.
c'est terminé. Elle le rejoint. Merci, Benoît. Alors justement, le bruit de nos pas perdus, vous le comprenez aussi à travers cet extrait-là. Dans toute faculté de droit, on parle de la salle des pas perdus, notamment. Mais il y a beaucoup de choses derrière ce titre-là. Comment il est, euh, comment il est advenu? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous mettez derrière ce titre qui représente finalement beaucoup de thématiques et en même temps beaucoup d'intrigues, beaucoup de filigranes qui sont développées dans le roman? Vous avez répondu à ma question, en fait. Enfin, à la question, parce que c'est ça. Alors, ça m'est venu. C'était pas le titre original. J'ai même oublié le titre que je m'étais donné, parce que j'ai toujours besoin pour donner une espèce de couleur au roman quand j'écris, une espèce de tonalité, on va dire. Un petit peu comme un musicien qui a une gamme, qui va improviser dans une gamme. Et en écrivant un passage à un moment donné qui concerne Louise Gral, la procureuse, euh, il est question de la scène des pas perdus et du bruit de ses pas. Et ça m'est venu comme, voilà, c'est une espèce de petite fulgurance optique, on va dire. J'ai entendu le bruit de nos pas perdus dans la salle des pas perdus. Ça a fait, ça m'a plu. La sonorité m'a plu. Je me suis dit, oh, waouh, je suis un poète. Et donc, je me suis dit, non, mais ça ferait un beau titre. Et puis, je l'ai ensuite, en tirant peut-être un petit peu par les cheveux, j'ai trouvé quand même des résonances à travers tous les parcours de tous ces gens qui marchent, voilà, comme Amos et Grace, et qui sont un peu paumés. Et en fait, je me suis dit que voilà, ça pouvait être polysémique dans le roman. Ça marchait bien, ça faisait un beau titre. Et franchement, j'aime bien ce titre. Enfin, je pense que il a contribué aussi à la façon dont les gens abordent le roman. Je pense que ça plaît aux gens, le bruit de nos pas perdus. Les gens me disent que c'est un beau titre. Donc peut-être que c'était pas un mauvais choix. Ça l'est. Je pose régulièrement deux questions aux auteurs qui passent ici. La première, c'est celle de trouver, de faire apparaître un personnage de fiction que vous aimeriez revoir, que vous aimeriez tout simplement remettre au goût du jour. Qui avez-vous choisi aujourd'hui? Ah oui, alors, euh, c'est un personnage animal. Moi, je pense à Buck, le chien de l'appel de la forêt, de Jack London. Euh, Vous voyez ce chien qui est domestique au départ, très costaud, qui a des dispositions à survivre dans le Grand Nord et qui va survivre, mais alors moi si je voulais, enfin si je devais être, j'aurais adoré être Buck. C'est l'animal domestique, voire très, très assujetti à l'homme, à l'humain, et qui va s'affranchir de ça, et s'émanciper, dans la violence, on est bien d'accord, mais aussi dans toute une espèce de réflexion métaphysique que lui n'a pas, mais que le lecteur avant dans L'appel de la forêt, il va retourner à l'état sauvage. Je trouvais cette trajectoire intéressante et j'aurais bien aimé être Buck et tirer un traîneau dans le Grand Nord et m'émanciper et devenir sauvage. Ça m'aurait bien plu. Ouais. Bon, la question était aussi à quoi je changerais sa trajectoire ou son destin. Ben, en fait, je ne serais pas, quoi. Je suivrais son destin. Je me suis sans poser la question de savoir ce qu'était devenu Buck. Voilà. Donc, j'aurais peut-être une idée de roman écrit par la suite de la forêt. Enfin, vous êtes sacrément talentueux, quand même. Ouais, alors Ben, c'est un attention. roman que j'ai découvert très jeune. Ouais, non, pardon, allez-y. Non, non, je disais attention aux suites, puisque je crois que L'étranger de Romain Gary a été retoqué, la suite de Ah, L'étranger. c'est vrai? Ouais, ouais, bon, bon. Ben, je m'attendrai alors. Non, non, mais j'étais en train de dire que c'est un roman que j'ai lu très jeune, j'avais 8 ans, je crois que j'ai pas tout compris. Mais j'ai, j'ai compris que je prenais une claque dans la figure. Et j'ai relu ce roman plusieurs fois dans ma vie, à l'adulte notamment, parce que c'est souvent vendu dans la littérature jeunesse, mais en fait,
C'est de la grande littérature américaine et avec un niveau de lecture très différent. Et en le relisant, j'ai compris pourquoi ça m'avait plu autant. Et je trouve, même en tant qu'auteur, alors je ne dis pas du tout que j'écris à la manière d'eux, ou je suis dans, même pas l'héritier Jack London, mais dans ma sensibilité, je vois ce qui m'a touché et ma sensibilité d'écrivain, euh, je pense elle, celle de London lui parle. En fait, je pense qu'il y a des échos chez moi que j'ai parlé une fois quand j'avais eu le temps. C'est ça d'une part, en fait, j'ai aimé ce roman. Et donc la deuxième question, c'est celle de l'auteur méconnu que vous aimeriez remettre là aussi au goût du jour. Un auteur qui n'a pas sa place dans les 10 romans de la fac. Qui avez-vous choisi, Benoît, ce soir? Ouais. Alors, c'est un auteur colombien qui est très connu en Colombie, mais on connaît mal ici la littérature sud-américaine. On connaît bien sûr Sepúlveda, Garcia, etc. Mais là, il s'agit d'Albert Mutis. Et il est moins connu du public français. Il a écrit notamment un roman qui me suit encore et vers lequel je tourne régulièrement. Alors, La neige de l'amiral, je crois. Général ou la neige générale. Et il faudrait que je vérifie. L'amiral, c'est J'ai pas l'amiral. vérifié. Mais c'est l'amiral, ouais. C'est un roman qui marquait, enfin, que j'ai découvert il y a quelques années, hein, il y a trois ans, et un auteur que j'ai découvert il y a 3 ans seulement. Et c'est du noir intégral, alors que c'est pas du tout vendu en littérature noire, mais vraiment je sais pas si vous avez vu ce film, vous savez, La colère de Dieu, avec l'autre fou, là, Kinski, qui remonte le fleuve en pleine Amazonie avec ses poisseux. Voilà, merci, ouais, La neige de l'amiral. C'est un roman qui est une espèce d'errance, ça, et de noirceur, mais en lecture, et c'est poisseux, ça vous colle à la peau, vous ressentez au plus profond. J'ai adoré son. Si j'avais écrit. J'ai vu passer un cœur. Isa, c'est ça. Isa l'a lu, c'est ça. J'ai pas eu le temps de. Ouais. Euh, ouais, voilà, c'est quelqu'un, quand j'en parle, les gens connaissent la France et je pense que ça mériterait de le voir. Il est mort il y a peu de temps et il mériterait d'être dit ou à la fac ou à la FNAC. Très bien. Avant de conclure cette si belle rencontre, c'est le moment de nous lire un deuxième extrait. Benoît, c'est à vous. Oui, bien sûr, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de Fitzgerald, justement, et du personnage de la vice-procureure. Et j'ai évidemment passé beaucoup, beaucoup de temps à déjeuner avec une procureure du pays de Toulouse qui m'a ouvert sa vie personnelle, son travail, etc., pour vraiment partager avec moi la réalité de ce métier-là, qui sont dénigrés dans les romans policiers. Mais en fait, la police ne travaille jamais sans justice. Elle travaille toujours sous l'égide de la justice. Et cette femme, qui ne s'appelle pas Louise Guérin, a été vraiment sincère dans les confidences qu'elle faisait. Et j'ai vu un visage que je ne connais pas du tout de la justice, et une rigueur et une probité intellectuelle et déontologique formidable, rassurante. Et j'ai voulu lui rendre hommage en ce personnage qui apportait un visage humain à cette scène du roman. Et j'ai choisi un extrait un peu rigolo, on va dire, qui amène aussi un peu de fraîcheur dans ce monde qui n'est pas toujours frais. À 38 ans, Louise Guérin traitait tous les signes de réussite sociale. Elle a fait de brillantes études de droit à Toulouse, était suivie de promo en master, avait obtenu la deuxième concours d'entrée à l'École nationale de magistrature de Bordeaux
et finit première au classement de sortie. Elle avait commencé sa carrière comme substitut procureur à Quimper, au tribunal pour mineurs, puis éloge au tribunal commercial et était depuis peu vice-procureur au parquet de Versailles. Un jour, elle passait au siège et finirait sa carrière comme présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, Alpaïs, où l'attendaient ses parents. Car dans le sud, un élément s'éloigne de cette famille n'imagine que ce soit pour tout. Il revient forcément un jour dans le giron du clan. Pourtant, malgré les cris des froids amis et coins de Toulouse, elle affirmait se plaire à Versailles, notamment parce qu'elle y avait retrouvé Peggy, sa meilleure amie de promo à l'école nationale de la magistrature, qui se procure comme elle. D'ailleurs, elles avaient un petit force de destin pour que leurs chemins se croisent de nouveau. Puis n'avait rien dit à son mari, mais Versailles n'était pas sur un passage obligé pour progresser plus rapidement dans la hiérarchie des stères publics. C'était surtout là qu'un an avant elle, Peggy avait été nommée. Le monde, au tribunal de Versailles, se moquait de Peggy à cause de son prénom. Les juges de certain âge et d'une bêtise certaine, ce qui allait sous le père, l'appelaient Pierre Cochonne, expression lubrique méchante en référence au Muppet Show que les magistrats les plus jeunes ne connaissent pas. Ces derniers, se fiant au précepte populaire selon lequel il n'y a pas de fumée sans feu, pensaient que leurs aînés faisaient allusion à un épisode peu avouable, la biographie de la dite Peggy, et entretenaient sa mauvaise réputation en colportant des anecdotes sasses et en disait sur leur propre déviance. Le fait qu'elle ait un physique très avantageux, elle ne fut ni mariée ni paxée, alimentée d'argent. Quant à Louise, malgré son tableau de chasse académique irréprochable, son intelligence supérieure et sa carrière fulgurante, ils étaient nombreux à la prendre pour une conne. En effet, Louise était gentille, une tare dans ce milieu. Il aurait mieux valu que tu t'accès de bienveillance, de compréhension, mais non, Louise était bel et bien une gentille. Par ailleurs, elle était affectueuse à couper le couteau, ce qui confortait ses collègues dans l'idée qu'elle n'avait pas inventé le fil coupé le foie gras. Personne, même les plus nus, ne prenait au sérieux. Il lui est même arrivé de relever une peine de 15 ans de réclusion assortie d'une incarcération incompressible de 12 ans et d'entendre le prévenu éclater de rire pour immédiatement s'excuser. Je ne veux pas offenser la cour, mais si avec un tel accent, ça me fait presque plaisir à entendre. Cette passion l'a desservée et pourtant rares étaient ses interlocuteurs dont le QI pouvait rivaliser avec le sien. Au cours de sa carrière, les présidents ou procureurs qui l'avaient jusque-là impressionné par leur intelligence étaient justement ceux qui s'étaient toujours abstenus de la remarque sur la façon dont elle parlait. Ils ne s'attachaient pas à ce chantilly quand elle s'exprimait et à la teneur de ses propos. Louise, chez toutes les cadres dans leur registre vie professionnelle réussi, vie personnelle réussie également. Un mari grégoire, elle pour les intimes, avec une situation, 3 enfants, 2 filles et un garçon, tous premiers de la classe, inscrits dans des clubs de danse, de rugby, d'échecs et à l'école de musique locale, violon et piano pour les unes, batterie pour l'autre. Pas d'amant, ce qui est au Peggy, pour qui la vie de couple était une mort pleine. Louise avait eu le tort de confier un jour sa vie sexuelle très calme, et depuis, elle est régulièrement casée avec une telle substitut, l'invitant à expérimenter des gènes. Louise s'amusait de la légèreté de son ami et de son incapacité à envisager qu'on pût être heureuse avec l'homme de sa vie, fût-ce dans la version rangée. Pourtant, Peggy avait raison sur un point. Sa vie de couple ne lui offrait pas l'idéal sexuel qu'elle espérait. Greg et elle s'étaient laissés avoir par les grossesses, les réunions de parents d'élèves, les allers-retours aux entraînements, les devoirs. J'y crois.
Le soir, avant de dormir, Louise lisait des romans pendant que Greg feuilletait des revues de mode. Il avait comme projet de passer ce permis, mais ne trouvait jamais le temps. Un été, il a commencé, il n'avait pas le bout de sa formation. Depuis qu'ils avaient Netflix et Amazon Prime, Greg n'avait plus semblant de s'intéresser à ce que faisait à son épouse. D'ailleurs, il n'allait plus au cinéma et chacun regardait sa série sur sa tablette. Les échanges complets s'étaient raffiés et concernaient plus que leurs amis communs. Louise lisait aussi des revues, mais de filles, comme Cosmo. Il y était souvent question de lutte pour la lassitude du couple, le moyen de donner du peps à sa vie sexuelle après la maternité, de comprendre l'autre, de se comprendre l'autre. Mais que faire que l'autre, président, souriait avec condescendance quand abordait des questions intimes, comme s'il trouvait encore des airs d'adolescent. La fois où elle avait enfilé le dessous très sexy collé sur un site discret, il l'avait prise sans ménagement par derrière et l'avait fessée en injurieux. Elle n'avait pas régré. Heureusement, les revues spécialisées dans les deux roues n'avaient pas de que vie de couple ou psychologie, et ce qu'elle proposait pour madame se mettait à gamme notamment Gore-Tex avec protection au niveau des coudes et du dos. Peut-être que Greg aurait faire l'amour tenu de motard. Louise sourit en imaginant lui avec des gants de cuir, des bottes rembourrées et le casque intégral sur la tête. Elle fut tirée de sa rêverie par le tintement de son téléphone. C'est un message dans Cérizol de la brigade criminelle. Affaire Émilie Vaudrey, suicide de Julien Josas, en relation toxique amant, montage financier douteux, sollicite ouverture enquête, recherche des causes de mort, bien à vous, Cérizol. Est-ce qu'il Merci. va encore chez celui-là? Franchement, c'est le flic qui doit le faire, mais l'écrivain. Merci, Benoît. Voilà, c'était un peu plus joyeux que le premier extrait. Je vous En dis effet. sur une touche plus joyeuse. Eh bien, on referme ce roman dans un silence habité d'écho. Les pas d'Amos et de Grace résonnent encore faiblement à nos oreilles, comme si leurs rêves inachevés continuaient de marcher parmi nous. On revoit Cérizol tard le soir qui caresse machinalement la tête de sa chienne en écoutant une vieille chanson de son adolescence, un air doux, amer, qui flotte dans l'air nocturne du commissariat désert. On repense à Chrysaniac, Gros-Pierre, Nicodémo, à cette petite famille de justiciers ordinaires qui, loin des projecteurs, recoue un bout de tissu social là où il s'était déchiré. Il y a dans ce roman une lumière discrète qui ne s'éteint pas une fois le livre fermé. Elle éclaire d'une lueur tendre les êtres laissés pour compte, les douleurs muettes, les solidarités furtives. Benoît Sévrac, vous nous offrez bien plus qu'un polar d'enquête, vous nous tendez un miroir où se reflètent nos propres humanités avec nos indignations et nos espoirs. Votre écriture, c'est écouter le silence pour en extraire du sens, de la poésie, presque du sacré. Nous quittons le bruit de nos pas perdus sur une émotion durable et une envie profonde de prêter attention, nous aussi, à ces pas perdus qui foulent la terre en quête d'un avenir. C'est donc dans ce silence final à la fois mélancolique et chargé de promesses que réside sans doute le plus bel hommage qu'un écrivain pouvait rendre à ses personnages et à tous ceux, bien réels, dont il porte la voix. Merci infiniment, Benoît. Alors, vous n'avez plus le micro allumé, je crois. Et merci beaucoup, c'est très, très, très gentil. Et merci pour à toutes et à tous. C'est de ne pas savoir, de s'adresser à un public sans connaître les réactions. Moi, je suis en permanence en train de douter, de me dire, mais je suis en train de les envier, j'espère que ça n'a pas été le cas. Et un grand merci de votre écoute. Merci, Benoît. Et je le remontre ici, Le bruit de nos pas perdus aux éditions 10-18. Merci, Benoît. Très belle soirée à vous. Au revoir à tous. Au revoir à tous.